Bienvenue à nouveau. Le professeur Richard Wolff est avec nous aujourd'hui pour parler de la dimension économique de la guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Merci d'être revenu dans l'émission. Les efforts pour épuiser l'adversaire ne se manifestent pas seulement sur le plan militaire, comme on le sait, mais de plus en plus sur le plan économique. Et d'ailleurs, cette dimension économique se construit depuis des décennies, mais elle est aujourd'hui devenue un élément central du conflit. Les pays de l'OTAN n'ont pas hésité à poursuivre leur objectif, faire s'effondrer l'économie russe. Et comme on le sait, la Russie est aujourd'hui le pays le plus sanctionné au monde. Et l'Occident a tout fait, je dirais, pour couper la Russie de ses marchés, de ses banques et même pour saisir ses fonds souverains. Pourtant, ça ne semble pas fonctionner. Je me demandais, comment vous expliquez ça? Parce qu'après tout, on nous a dit par nos dirigeants que la Russie n'était qu'une station-service déguisée en pays. Alors, comment voyez-vous la manière dont la Russie s'est adaptée à ces sanctions? Parce que je pense que très peu de gens en Occident s'attendaient à ce que les Russes s'adaptent aussi bien, et même qu'ils continuent à croître, alors que leurs homologues européens sont, eux, dans une situation vraiment difficile. Eh bien, j'aimerais vous répondre en partant exactement de ce que vous venez de dire à la toute fin de votre introduction. Pour moi, je vois les choses à travers le prisme d'une analyse de classe. Comme je vous l'ai déjà dit, j'admire beaucoup votre invité John Mearsheimer et j'ai énormément appris en l'écoutant à de nombreuses reprises, mais surtout dans votre émission. J'apprécie vraiment ce qu'il dit. Il analyse les rivalités entre grandes puissances d'une manière très honnête, directe, rigoureuse et analytique. C'est exemplaire dans sa façon de faire. Mais pour moi, cela soulève une question majeure. Pourquoi ces puissances mondiales agissent-elles comme elles le font, et au moment où elles le font? Répondre à cette question comme s'il ne s'agissait que d'une partie d'échecs entre joueurs, c'est oublier toutes les pressions sociales qui s'exercent sur chaque gouvernement, qui le poussent ou le tirent dans un sens ou dans un autre. Et ils ne sont pas libres d'adopter n'importe quelle stratégie face aux autres grandes puissances, parce que certaines de ces stratégies sont bloquées par leurs propres contraintes internes, et d'autres non. Donc, une analyse sérieuse doit poser la question, pourquoi cela se produit-il? Pourquoi une puissance en menace-t-elle une autre? Et si on répond seulement en fonction de ce que font les autres, on laisse ouverte la question de fond. Pourquoi font-ils tout ce qu'ils font? Et j'aimerais répondre à cette question en me concentrant sur l'Europe. Parce qu'à mon sens, en regardant l'histoire du capitalisme en Europe, l'acteur principal ici, c'est avant tout l'Europe. Et secondairement la Russie, mais seulement en second. Je suis bien conscient que la Russie a été envahie à plusieurs reprises. Napoléon a essayé, la Première Guerre mondiale aussi. Hitler et l'opération Barbarossa ont essayé. Ils ont tous essayé. Et tous ont été vaincus par une Russie qui, une fois attaquée, a réagi en repoussant l'invasion. Donc j'aimerais avancer l'idée suivante. D'après tout ce que je peux observer, les grands pays européens, et par là j'entends la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, peut-être encore un ou deux autres, mais essentiellement ceux-là, étaient tous au XVIIIe siècle, et pour certains même avant, puis au XIXe siècle, de grandes puissances coloniales. C'était à la base de petites unités de capitalisme national, développées chacune à leur manière au XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle, selon les spécificités de chaque pays. Et ensuite, elles sont devenues des puissances coloniales, à un moment ou à un autre, avec des populations outre-mer bien plus nombreuses que celles qu'elles avaient sur leur propre territoire. Je veux dire comparer les Pays-Bas avec l'Indonésie ou les îles britanniques avec l'Empire britannique,
et ainsi de suite. C'est ça qui a soutenu leur croissance capitaliste. Ils ont développé un immense arrière-pays. Une fois qu'ils avaient tiré tout ce qu'ils pouvaient de leur propre arrière-pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, ils sont allés chercher plus loin, comme le fait le capitalisme. Ils tirent des profits et les réinvestissent dans la compétition. Pour faire court, en 1914, il n'y avait plus de territoire à conquérir. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1884, la conférence de Berlin, ils se sont littéralement assis autour d'une table et ont découpé l'Afrique en décidant qui prend quoi. Mais il n'y avait plus d'endroit où aller. Et au fil des années, entre la conférence de Berlin, en 1884, et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ils ont accumulé un niveau de tension, d'affrontement, de petites guerres locales que nous voyons aujourd'hui clairement comme le prélude à la Grande Guerre mondiale. Je vais maintenant regrouper la première et la deuxième, parce qu'elles ne se sont produites qu'à quelques années d'intervalle, et qu'elles ont été au fond l'aboutissement de quoi? De la destruction mutuelle de tous les pays colonisateurs, à une exception près, les États-Unis. Tous les autres, le Japon compris aujourd'hui, se sont littéralement anéantis entre eux, se sont bombardés jusqu'à la ruine, ont détruit leurs économies, ont tué des millions de leurs citoyens, la Russie y compris, et ainsi de suite. Seuls les États-Unis, grâce à leur éloignement, et parce que la guerre aérienne n'était pas encore développée comme elle l'est aujourd'hui, ont pu en sortir. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Russie perd 25 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale et les États-Unis en perdent 400 000. On ne peut pas imaginer contraste plus frappant. La guerre est maintenant terminée. Et voici venir l'argument. La guerre est terminée et les États-Unis sont debout. Leur économie ne s'est pas effondrée, bien au contraire. La guerre a sorti les États-Unis de la Grande Dépression d'une manière qu'aucun autre événement n'aurait pu. À la fin du conflit, le pays était en bien meilleure santé économique qu'il ne l'avait été depuis 1929, l'année du crash, la pire qu'il ait jamais connue. Et donc, les États-Unis émergent, comme nous le savons tous aujourd'hui, en tant que hégémons, héritiers des anciens empires. Pas en les dirigeant comme les Européens, avec de vraies colonies, mais en les laissant indépendants. Nous savions comment faire. Nous le faisions déjà depuis de très nombreuses années avec l'Amérique latine. Les laisser indépendants. Nous allons créer des chaînes économiques aussi puissantes, voire plus puissantes, que le contrôle politique que les Européens avaient autrefois réussi à exercer. Alors, les États-Unis arrivent, prennent la relève. Le dollar remplace la livre. L'armée américaine conclut ce fameux accord avec l'Europe en leur disant « Voilà la répartition des rôles. Vous allez vous charger de combattre vos propres mouvements communistes et socialistes, qui étaient dangereux après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils avaient été les héros de la résistance et jouissaient d'une popularité qu'on n'a jamais connue aux États-Unis. Une différence très importante. Donc, vous, les Européens, vous allez mener ce combat. Vous serez nos alliés, un rempart contre la maléfique Union soviétique, et nous serons votre parapluie de défense. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent. Vous pouvez laisser votre armée et votre marine se délabrer ce qu'elles ont fait. Moi, je m'occuperai de vous. Très bien pour nous, parce que ça nous a permis de mettre en place un keynésianisme militaire. Un keynésianisme qu'on n'aurait jamais pu justifier sans une grande croisade mondiale contre l'empire du mal. Une belle division du travail, en somme. L'Europe est subordonnée. On lui dit, vous pouvez maintenant dépenser pour la protection sociale. C'est comme ça que vous allez vaincre les communistes et les socialistes. Vous pouvez avoir vos programmes sociaux, on les financera, parce qu'on vous retire la charge des dépenses militaires. Mais aujourd'hui, c'est devenu une crise pour l'Europe,
parce que la situation s'est inversée. Trump a retiré le parapluie militaire. Et maintenant, vous allez devoir dépenser votre propre argent européen. Et d'où ça va venir? Il faudra bien le prendre quelque part, sans doute dans les aides sociales ou alors en empruntant de l'argent. Et ça vous rendra encore plus dépendant. C'est très dangereux. Et maintenant, voilà le coup le plus fort. Je dirais que, et là je m'inspire d'une remarque de Zbigniew Brzezinski, quelqu'un dont je suis pourtant très éloigné dans mon analyse, voilà ce que je pense qui s'est passé. Les Européens ne se sont jamais remis de la perte de leurs empires, et ils le savent. Ils se sont accrochés aux États-Unis, parce que sinon, entre leurs propres socialistes et communistes, la Russie juste à côté, et les Américains avec leur mentalité imprévisible, c'était trop risqué. Alors ils ont choisi les États-Unis, le moindre mal à leurs yeux. Mais ça n'a pas résolu leur problème. Ça l'a juste repoussé un moment. Ils ont pu se concentrer sur la reconstruction pendant les 10 ou 20 premières années. Puis, quand l'Union soviétique s'est effondrée, ils ont pu se concentrer sur, la reconquête un peu d'un empire, en absorbant l'Europe de l'Est, en investissant en Pologne et en Roumanie. Et c'est exactement ce qu'ils font. Le grand espoir, et je dirais même le seul espoir que les Européens aient jamais eu pour retrouver leur place dans l'histoire, la place dominante qu'ils occupaient au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, même au XXe siècle, la seule voie possible, ils n'allaient pas rivaliser avec la Chine, ça c'est fini. Ils n'allaient pas non plus trop rivaliser avec les États-Unis. Il ne restait qu'une seule issue. Ils pourraient reconstituer un grand empire européen s'ils parvenaient à détruire et à démanteler la Russie, à la découper en une demi-douzaine, voire une douzaine de petits pays, à en faire plein de Lettonie, d'Estonie et tout le reste, puis à se les partager. Les Français prendraient ces 4-là, les Allemands ces 6 autres, et les Japonais en Extrême-Orient pourraient peut-être en avoir un petit morceau aussi. Et pendant ce temps, ces acteurs se retrouveraient marginalisés, à mesure que le monde se transforme en un face-à-face entre les États-Unis et la Chine, et que l'Europe devient un partenaire de plus en plus lointain, suiveur, subordonné, un junior partner. La seule chance d'échapper à tout ce que cela implique pour l'Europe, c'est cette guerre avec la Russie. Et c'est bien une guerre. Zbigniew Brzezinski écrivait déjà cela dans les années 90. Zbigniew Brzezinski wrote this in the 1990s. The grand strategy would be and has to be. La grande stratégie, c'est, et ça doit être, de détruire la Russie. Détruire la Russie, pas parce qu'elle est communiste. Ça n'a rien à voir avec ça. Le communisme, c'était juste une commodité rendue possible par la révolution soviétique de 1917. Et maintenant qu'il a disparu, on est plus proche de la guerre qu'on ne l'a sans doute jamais été pendant la guerre froide. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai enjeu ici. Les Européens sont désespérés. Leur diabolisation de la Russie est presque hystérique. Moi, je suis américain. Je suis assis ici, de l'autre côté de l'océan. Mais comme vous le savez, j'ai des racines européennes. Et je vois en Europe de l'Ouest une sorte de folie. Et en face, un Vladimir Poutine beaucoup plus mesuré. Je n'ai rien pour lui. Je ne le soutiens pas, ni rien de ce genre. Mais c'est assez évident de voir qui dépasse les limites, qui monte les marches de l'escalade, pour reprendre l'expression de John Mearsheimer, et ensuite les Russes répliquent. C'est un peu comme les Chinois avec les tarifs américains et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense que c'est bien ce qu'on observe. On assiste à l'effort désespéré, et je veux vraiment insister sur ce mot, l'effort désespéré des dirigeants européens, Starmer ou Burnham, Scholz, Macron et les autres. C'est leur seule voie, pas seulement pour sauver leur carrière personnelle. Ils sont vraiment en difficulté là.
they're really in trouble there. They hooked their wagon personally to the Ils se United sont States. personnellement And Mr. accrochés Trump aux has États-Unis thrown them under the et M. Trump les a complètement laissés tomber. They have to turn Alors to their maintenant, people and say, ils doivent se "We're the tourner vers leur leaders peuple who came up et with dire the « Nous sommes les grands dirigeants qui Now, avons fait alliance avec les États-Unis, lesquels vous ont manqué de respect à 27 niveaux. » They can't do that. Évidemment, ils ne peuvent pas dire ça. Ils doivent trouver autre chose pour garder le soutien. Ils doivent soutenir leurs capitalistes, parce qu'ils ne vont plus recevoir l'appui qu'ils avaient avant. Et ils peuvent le faire à travers un programme de défense et la diabolisation de la Russie, avec cet objectif utopique de recréer l'empire qu'ils ont perdu au XXe siècle et pour lequel ils n'ont jamais trouvé de substitut depuis. C'est une perspective intéressante. Bon, évidemment, l'Europe s'est détruite elle-même pendant les deux guerres mondiales. Mais ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale est assez fascinant. En quelque sorte, elle a eu une prolongation de vie grâce à son partenariat avec les États-Unis. Parce que, pour être juste, les États-Unis ont essentiellement assuré la sécurité des Européens, tout en leur offrant des accords commerciaux très avantageux, pour que les États capitalistes, disons, en première ligne, soient plus prospères que les États communistes. Les Européens de l'Ouest s'en sont d'ailleurs remarquablement bien sortis, compte tenu de ce qu'ils avaient traversé pendant ces deux guerres. Je sais qu'après on a construit tout un récit autour de l'idée qu'on avait découvert la paix et la coopération, que c'était mieux que la guerre. Mais vous savez, tout ça ne s'est pas produit par hasard. Mais ensuite, après la guerre froide, oui, quelque chose a clairement commencé à changer. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'argument principal en Occident, c'était que le projet européen visait à chercher la sécurité les uns avec les autres, et non contre ceux qui n'en faisaient pas partie. Bon, ça ne rentrait pas vraiment dans le cadre de la guerre froide. Mais enfin, après la guerre froide, on a recommencé à se demander contre qui on allait chercher cette sécurité. Et puis toute cette idée selon laquelle l'Europe de l'Est allait naturellement se rapprocher de l'Europe de l'Ouest, c'était aussi assez intéressant, même sur le plan militaire. Je me souviens que George Soros, avait écrit un article dans les années 90 où il disait en gros « on peut recommencer à se battre ». Eh bien, on a vu ce que l'OTAN est devenue. Il soutenait que l'OTAN pourrait réussir si elle s'associait à certains pays d'Europe de l'Est, parce que, selon lui, les Européens de l'Est pouvaient encaisser beaucoup de pertes. Et vous savez, les Européens de l'Ouest se souciaient moins des pertes élevées et enfin, du fait que beaucoup de leurs hommes rentraient dans des sacs mortuaires. Donc en gros, c'est ce qu'ils cherchaient, trouver un pays d'Europe de l'Est qui puisse fournir la chair à canon. J'ai trouvé que c'était, vous voyez, assez révélateur de la situation actuelle. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a plus vraiment de modèle économique. Surtout avec, comme vous l'avez dit, les États-Unis qui retirent le tapis sous les pieds des Européens. Alors, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Je sais que Kaja Kallas, la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a fait un commentaire un peu dans le même esprit que le vôtre. En gros, elle disait à quel point ce serait plus simple, plus facile, si la Russie était divisée en plusieurs petits États. À quel point ce serait plus facile à gérer. Et bien sûr, elle n'a pas mentionné à quel point ces régions plus faibles sont riches en ressources. Mais selon vous, est-ce que c'est justement là une partie du problème? Est-ce pour ça que les Européens sont aujourd'hui si déterminés à briser la Russie? Parce que l'Ukraine est désormais complètement sous la coupe des États-Unis et des Européens. Je veux dire, ils donnent toute cette aide à Zelensky, mais au fond, ça veut simplement dire que son gouvernement corrompu peut rester au pouvoir et qu'il continuera d'envoyer des hommes à la mort. Mais le projet Ukraine
lui, n'a pas encore vraiment rapporté sur le plan du retour sur investissement. Et ce retour sur investissement suppose d'abord qu'ils battent la Russie. Vous voyez, c'est là le vrai problème pour les Européens. L'absence d'un modèle économique. En plus, ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les industries. Est-ce que c'est ça, au fond, le cœur du problème? Is this at the heart of the problem? I think so. Let me tell you what I pick up. Je le pense, oui. Because I- Laissez-moi vous dire ce que je ressens. the elite universities in this Comme country, j'ai I fait know toutes les grandes universités de ce pays, je connais pas mal de gens là-bas. them. I come from Je ne suis pas d'accord avec eux, bien sûr. I'm sure you know. Je viens de la gauche, vous le savez I sûrement. know about Mais je sais quelles sont les politiques menées et par qui. doing them. Il y a, aux États-Unis, une perception très forte, et les Européens le savent sans doute, que ce n'est pas seulement une affaire de Trump. Les Européens doivent comprendre qu'il n'y a pratiquement pas eu de désaccord de fond avec le rejet des Européens par Trump. Oui, il y a peut-être quelques voix ici qui n'iraient pas aussi loin, qui ne diraient pas les mêmes choses que lui. Il est incontrôlable, il parle sans filtre, mais il n'y a aucun soutien ici pour revenir à la situation d'avant. But there's no support here to go back to the way things were. There's a very clear understanding here. Ici, tout le monde comprend très bien que les États-Unis sont eux-mêmes un empire en déclin et qu'ils doivent consacrer tout leur temps, toute leur énergie et toute leur attention à freiner cette chute. On holding back its Et à mon avis, si vous me demandez la leçon la plus forte à ce sujet, c'est d'avoir été battu par les Iraniens. L'humiliation que ça représente. Je veux dire, la première guerre a dû s'arrêter au bout de 12 jours à cause de mauvaises estimations. Et ensuite, ces deux types ont recommencé. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une rupture entre les États-Unis et Israël. Personne ne sait vraiment comment ça va évoluer, mais c'est bien une rupture entre deux partenaires qui ont complètement tout gâché, aussi bien sur le plan stratégique à long terme que sur le plan tactique à court terme au Moyen-Orient. in terms of both long and short-term strategies for the Middle East. The perception here is that Ici, la perception, c'est que l'Europe, c'est fini. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'entends ça. On ne devrait pas s'en inquiéter, paraît-il. Peu importe si Trump dit, vous savez, je ne suis pas sûr de ce qu'on fera si les Russes vous attaquent. Il le pense littéralement. Je crois que les Européens se sont convaincus qu'ils ne le pensaient pas vraiment. Aussi, ils le pensent. Oui, tout à fait. Pour eux, la priorité numéro 1 maintenant, c'est de stopper ce déclin, de le ralentir, voire de l'inverser si possible. La priorité numéro 2, c'est de freiner ou d'inverser la montée de la Chine. Et la troisième, si ça ne marche pas, c'est de s'asseoir avec la Chine et de trouver un arrangement. L'Europe, elle, n'est même plus dans la discussion. L'Europe est devenue hors sujet. L'Europe est hors jeu. C'est un vrai désordre, divisé de toutes parts, et elle suivra sa propre voie. Et si d'un autre côté, les Européens déclenchaient une grande guerre et détruisaient la Russie, alors là, les États-Unis s'y intéresseraient. La Chine aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait presque comme si cela inversait la position de Poutine, et que la Russie cessait de se tourner vers l'Asie pour ramener toute cette Asie dans une perspective européenne. Mais tu sais ce que c'est, au fond? C'est la reconquête d'un empire perdu. Sauf que cette fois, ce n'est pas en Asie, ni en Afrique, ni en Amérique latine. C'est en Europe de l'Est et sur la masse continentale qui s'étend vers l'Asie. Et ça, les Américains ne pensent pas que les Européens en soient capables. Pas du tout. Mais si par un certain miracle cela devait arriver, alors l'Europe, et je pense que quelque part, les dirigeants européens en sont conscients. Mais c'est là que je ne suis pas d'accord avec M. Mearsheimer, le professeur Mearsheimer. Selon moi, ces questions de classe sont essentielles. Comment le capitalisme en Europe de l'Ouest, là où le capitalisme moderne est né, en Hollande, en Angleterre et tout ça, comment les capitalistes européens peuvent-ils retrouver la capacité de générer les profits nécessaires pour financer la recherche et le développement, afin de rattraper les Américains et les Chinois, qui, eux, prennent de l'avance sur eux littéralement chaque jour,
et d'où vont-ils tirer ces profits? Where are they going to get those profits from? I mean, what we're watching are headlines. Je veux dire, ce qu'on voit en ce moment, ce sont des gros titres sur Volkswagen qui licencient 100 000 employés. Varoufakis et ses amis nous expliquent, à juste titre, que l'économie allemande repose largement sur l'automobile. Varoufakis dit que leur industrie ne fait pas que se contracter, il dit que l'industrie automobile va disparaître. Et je comprends son raisonnement, parce qu'ici, aux États-Unis, elle est en train de disparaître aussi. Notre industrie automobile n'est plus que l'ombre d'elle-même. Avant, c'était Détroit. Dans les années 70 et 80, Détroit comptait 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en reste environ 600 000. Pour une ville moderne, dans un pays capitaliste, ce qu'on voit là, c'est un niveau d'effondrement vraiment frappant, vraiment profond. Ça déchire ce pays sur le plan politique, et c'est pareil en Europe. Tout ça, en fait, n'apparaît pas vraiment dans l'analyse du professeur Mearsheimer. Lui, il se concentre sur les grandes puissances qui manœuvrent entre elles, et il le fait très bien. On apprend beaucoup grâce à lui. Ce que je dis n'enlève rien à la qualité de son travail, ni à la force de son raisonnement. Mais il manque une discussion sur la façon dont les réalités économiques internes influencent les stratégies que ces puissances essaient de suivre avant de se retrouver en confrontation directe. Et ça, il faut l'expliquer. Sinon, ces confrontations ressemblent à une partie d'échecs, alors qu'en réalité, c'est une lutte urgente pour la survie économique. Survival struggle that it actually is.